La Cour de cassation de Paris a donné raison au port de Douala dans l'affaire qui l'opposait au groupe français Bolloré. Le port autonome de la capitale camerounaise avait été attaqué par la Douala International Terminal, une ancienne filiale du groupe Bolloré, au terme d'un processus de renouvellement de la concession du terminal à conteneurs. Le groupe Bolloré et son partenaire de gestion, le consortium APMT, estimaient que l'appel d'offres avait été conduit contre leurs intérêts. S'en était suivie une procédure d'arbitrage introduite à la Chambre de commerce internationale de Paris qui avait condamné le port de Douala à payer 58,6 millions d'euros à la filiale de Bolloré en novembre 2020. C'est cette décision que la Cour de cassation vient de rejeter après avoir établi qu'il existait des connivences entre un des juges du tribunal arbitral et un avocat du groupe Bolloré. La Douala International Terminal, désormais rachetée par le groupe MSC, estime qu'il s'agit seulement d'un jugement sur la forme et non sur le fond. Sidonia World, Polélé, Girafe, Simba ou encore e-Tax sont autant d'outils dont disposent les administrations de la République centrafricaine pour un fonctionnement optimum de leurs services et une amélioration de leur rendement. Mais ces applications et outils numériques épousent-ils les objectifs de mobilisation de recettes et de transparence des dépenses publiques? Les acteurs de l'administration du secteur des finances veulent allier efficacité et efficience dans l'utilisation de ces derniers au bénéfice des usagers et des administrations. Il est question de trouver la solution à l'adéquation entre la disponibilité des applicatifs et l'atteinte des objectifs envisagés. Cet exercice va nous permettre de poser sur la table les différents défis que nous avons. Défis énergétiques, défis de connectivité avec Internet, défis matériels, défis humains également, parce que ce sont des questions nouvelles et nous devons nous assurer d'avoir les hommes pour pouvoir accompagner également ce processus. Augmentation de la productivité des agents de l'État, mobilisation des recettes fiscales et douanières ou encore lutte contre la fraude et la corruption, voilà quelques objectifs que visent les politiques de l'administration financière de la Centrafrique pour non seulement optimiser la qualité et l'utilisation des applicatifs dans les services publics, mais aussi assurer leur interopérabilité. Les recettes douanières de la Centrafrique ont augmenté de 10 à 15% grâce à la mise en opération de Sidonia World. La digitalisation, en réalité, supprime les interactions avec l'humain. Ce qui veut dire que très clairement, en termes d'amélioration de la gouvernance et de la transparence, il n'y a pas meilleur mécanisme qu'un mécanisme digital. La digitalisation de l'administration et des services publics centrafricains est issue d'une volonté politique impulsée par le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, dans la perspective d'un développement accru de son pays. Le 20 juin 2024, il recevait le président directeur général de New Globe, Jake Immelman, au sujet de la digitalisation du système éducatif. Chaque matin de la semaine, Jaurès Ledoux, 26 ans, se rend au bord du fleuve Bangui pour chercher son pain quotidien. Cet ex-milicien a porté les armes et combattu pendant 4 ans durant les années de crise en République centrafricaine à Bangui. Aujourd'hui, il s'est reconverti en ramasseur de sable pour pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et de ses 6 enfants. Une reconversion qui n'étonne pas Jeannette Kotisila, propriétaire d'une carrière, lui qui encadre plus de 150 ex-combattants dans ce lieu au quotidien. Le pays manquant cruellement d'industrie, le travail du sable est donc devenu le point de réinsertion pour plusieurs jeunes désœuvrés qui ont déposé les armes et à la quête d'une rémunération journalière. Avec ce travail, il y avait beaucoup de gens qui étaient au quartier, qui faisaient rien. Et après avoir commencé à faire ce travail, et ils vivent bien, ils ont abandonné certaines choses qu'ils ont l'habitude, ils étaient auparavant. Il y en a qui étaient des ministres. Et après avoir trouvé ce travail, ils ont abandonné. Et ils sont là maintenant, eux, ils vivent mieux. Selon cet enseignant, bien que le nombre d'actifs dans ce métier ne soit pas répertorié, cette activité occupe une partie non négligeable de l'économie du pays, mais reste les impacts négatifs sur la santé, le revenu et la sécurité de ces jeunes, tant la profession n'est pas encadrée. En termes d'avantages, c'est déjà quelque chose de bien quand on laisse les armes pour repartir exercer une activité. L'inconvénient, c'est que ces gens ne sont pas organisés, et ce qui fait que le gain n'est pas assez suffisant. Bien qu'ils gagnent, l'argent qu'ils gagnent ne sera pas assez suffisant pour les soigner quand ils vont tomber malades. Alors que la ville de Bangui, en pleine expansion, connaît un développement fulgurant, ces jeunes ramasseurs de sable sont des moteurs essentiels de ces avancées. Pour les experts,
Il faudrait revoir et améliorer les modèles de fonctionnement des carrières de sable, voire les moderniser, afin que les jeunes puissent bénéficier d'un revenu décent. Ils ont entre 18 et 25 ans. Ces jeunes Congolais qui se disent résistants patriotes ont décidé de prendre les armes pour défendre leur pays. Ils se font appeler les Wazalendo. Aux côtés de l'armée congolaise, ils affirment avoir repoussé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, loin de la cité de Sake. Si nous avons réussi à repousser les M23, nous avons fait union avec le gouvernement et nous, les Wazalendo, nous nous sommes réunis ensemble pour repousser l'ennemi. C'est ce qui s'est passé. Mais je dois vous garantir que les M23 n'arriveront jamais ici. Nous faisons tout pour protéger Sake. Les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par les Wazalendo et la rébellion du M23 se sont intensifiés dans le Nord Kivu. Plusieurs jeunes Congolais ont décidé de prendre les armes pour défendre leur patrie. Si j'ai décidé de prendre les armes, c'est pour défendre mon pays, honorer le drapeau national et donner de l'espoir à mes compatriotes congolais. Ils doivent comprendre que nous nous battons pour défendre la nation avec amour et unité. Des organisations de défense des droits de l'homme dans le pays reconnaissent l'esprit patriotique qui anime ces jeunes, tout en dénonçant des violations des droits humains orchestrées par certains combattants aux côtés de l'armée congolaise. Des jeunes qui sont engagés à défendre leur terre face aussi à une menace d'agression étrangère comme ce qui prévaut aujourd'hui, ils sont donc justifiés de le faire. Mais faudrait-il ici déplorer le fait que certains d'entre eux sont en train de commettre des actes qui sont aussi contraires à la loi, ou la nécessité pour le gouvernement congolais d'encadrer et de faire en sorte que ces jeunes soient surveillés. La cité de Sake s'est vidée de ses habitants depuis quelques mois, désormais comparée à une cité fantôme. Située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, Sake est considérée comme le dernier verrou sécuritaire de Goma. Les résistants Wazalendo patrouillent chaque jour pour éviter toute infiltration. Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné dans les termes les plus fermes la récente série d'attaques perpétrées par les rebelles du M23 qui ont fait des victimes civiles et blessé un casque bleu de la MONUSCO. Les manifestations contre le projet de loi de finances du gouvernement se poursuivent au Kenya. Des manifestants ont réussi à entrer dans l'enceinte du Parlement où les législateurs débattaient du projet de loi controversé qui a suscité une indignation généralisée. Selon Amnesty International, des centaines de manifestants ont franchi les barrières de police devant le Parlement à Nairobi. La police a été contrainte d'ouvrir le feu et a blessé plusieurs personnes. Des échauffourées ont éclaté entre la police et les manifestants dans le centre de la capitale, où étaient rassemblés des milliers de personnes. La police a fait usage de gaz lacrymogène, de matraques et de canons à eau pour disperser les manifestants. Au moins 2 personnes sont mortes et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées par la police, qui a également procédé à des centaines d'arrestations. Des centaines de policiers kenyans sont partis lundi pour Haïti, où ils dirigeront une force multinationale contre les puissants gangs qui sévissent dans le pays. En prenant cette décision, le gouvernement du président kényan William Ruto défie un premier décret d'un tribunal qui a qualifié ce déploiement controversé d'inconstitutionnel, citant l'absence d'accord réciproque entre le Kenya et Haïti. Vous entreprenez une mission vitale qui transcende les frontières et les cultures. Votre présence en Haïti apportera espoir et secours aux communautés déchirées par la violence et ravagées par le désordre. Le président William Ruto s'est adressé aux troupes ce lundi lors d'une cérémonie de départ. Les 400 policiers sont les premiers des 1000 que le Kenya prévoit d'envoyer pour la force des Nations Unies en Haïti. Une action en justice visant à bloquer le déploiement est en cours. Votre performance dans cette mission doit être une déclaration ferme de la capacité et de la contribution du Kenya à la paix et à la sécurité mondiale, et une réponse claire aux sceptiques et aux récalcitrants quant à votre compétence, votre intégrité et votre professionnalisme, ainsi qu'aux références de notre nation.
Plus de 2500 personnes ont été tuées ou blessées au cours des 3 premiers mois de l'année en Haïti. La flambée de violence a commencé fin février et a entraîné le déplacement de plus d'1 million de personnes. Les gangs contrôlent désormais au moins 80% de la capitale Port-au-Prince et des routes principales. Plongez au cœur de l'action de l'Euro 2024, en direct et en exclusivité sur la RTS. Ne manquez pas une seule seconde de cette compétition palpitante alors que les meilleures équipes européennes s'affrontent pour le titre suprême. Rejoignez-nous pour vivre chaque but, chaque arrêt et chaque moment de suspense intense. Seulement sur la RTS. Donc appartement baa ngi nii dégg nga Souleymane ah. Badiane, tu sais que Doulé la bëgg et on ne s'était pas dit ça. Sa waay moo jël benn appartement xalal bi ma jëlal taxi arrivé pay. yow la nga xanaa sa maam moo koy fay yow koo amul crédit mu moo def SMS nga koy fay arrivé. waaye non boy affaire bi daal xoolal mi ngi nii au calme. dama bëgg a organiser benn crémaillère boy. Lan mu ne? Oui moom am naa programme xale yi jigéen yi yëpp dinaa la fi lu bëgg. yow lan la yow xanaa amoo si man confiance. Confiance ba ci lan yow léegi su ma la joxul sama bopp ça veut dire que je ne t'aime pas. Oui. Arrête, je suis venue en tant qu'amie. mais moom kan mooy violé ci doomu aadama mais doonatul moom dañ koy tëj sa kaw lan laa ko fekk mu tëdd nekk à l'aise na kii c'est une sorcière. non. Badiane kii nee naa la étudiante la. kon xanaa ci canadienne la. Kan Souleymane ban hôpital la. Zou dafa sañ a wax ak man gis nga bu waxee ak man dama koy liquider. C'est la police. Police, da ngay ignorer paquet de bëri comme ça. Vous êtes en état d'arrestation. Le receveur percepteur municipal de Dakar informe tous les contribuables de la sortie des rôles d'impôt 2024 sur la contribution économique locale sur la valeur locative, CEL, VL et de la distribution des avertissements y afférents. Le receveur percepteur municipal rappelle que la date d'exigibilité au titre de cette contribution est fixée au 1er juillet 2024, délai de rigueur. Passé ce délai, une majoration de 10% sera appliquée pour tout retard de paiement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Signé le receveur municipal de Dakar. Un enfant naît pour être choyé, pour grandir. Son quotidien est fait de gros câlins, grandes découvertes et de petits bobos. Il rit et parfois il pleure, mais toujours sur l'œil attentif de ses parents attendris. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Des enfants naissent et vivent avec le virus du sida. Souvent, ils sont orphelins et vulnérables. Eux aussi ont besoin d'être protégés, d'être accompagnés, d'être soignés. Les médicaments existent et sont gratuits. Ces enfants doivent grandir, s'épanouir, aller à l'école comme tous les autres. Nous devons les soutenir, les prendre par la main afin de les aider à vivre sans sida. Rejoignez la campagne nationale Taxawu Xale Yi et prenez un enfant par la main.